Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cet événement autour de la thématique des archives et de l'histoire LGBTQI+. Bonsoir Karine Spinera, merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Karine, tu es une chercheuse franco-chilienne, tu es sociologue des médias et notamment membre associé au laboratoire d'études de genre et de sexualité. Est-ce que tu peux te présenter à nous, tu le feras mieux que moi. Bon, déjà, merci pour ton invitation. Alors, présenter, c'est toujours un exercice. Moi, je trouve ça super difficile. Moi, je trouve de se présenter entre poser les grandes étiquettes, hein, en général les titres bien ronflants et puis qui on est. Alors, je vais essayer de jouer avec les deux. Alors oui, comme tu l'as dit, donc sur des médias. Alors moi, je suis issue au départ de la filière des sciences de l'information et de la communication. C'est là où j'avais soutenu ma thèse à l'époque. Mais en fait, au départ, moi, je suis une littéraire, hein. J'ai fait des études de lettres modernes. Donc j'étais presque destinée voilà, pour être prof de littérature. Finalement, la communication m'est tombée dessus. Alors oui, je suis associée, donc au LEG, hein. Je suis aussi associée au LIRCES, à Annie-Sophia Antipolis. C'est un peu secondaire, mais voilà, c'est toujours sympa, un laboratoire, voilà, qui t'accueille, notamment quand tu es pas, voilà, quand tu es pas statutaire, tu as pas vraiment ton poste à toi. Alors je suis aussi membre donc du comité scientifique de la DILCRA. Alors j'arrive jamais à me rappeler l'intitulé exact, hein. C'est que c'est une délégation interministérielle, je crois, contre les discriminations, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme ça. Alors, évidemment, je disais, c'est intéressant aussi, au-delà de ces titres, de se situer. Alors, comme tu l'as dit, je suis d'origine chilienne. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. De dire aussi que je suis aussi bien une descendante de colonisateurs, mais je suis aussi une descendante de colonisés. Voilà. Moi, je suis arrivée en France donc en 74, donc après le coup d'état militaire du général Pinochet, le 11 73, voilà, pour être précise. Donc en France, moi je suis arrivée, j'ai vécu dans une cité, donc dans une grande mixité, on dirait ethnique, hein, de nos jours. Voilà, et que ma culture première, c'est celle du monde ouvrier, et malgré le parcours universitaire, moi j'ai jamais voulu voilà, j'ai jamais voulu renier cette culture-là parce qu'elle est constitutive de qui je suis. Et c'est aujourd'hui, je suis on va dire une universitaire précaire peut-être, mais en attendant, mon engagement, il découle aussi de cette culture-là, de cette culture ouvrière. C'est quelque chose de vraiment très important pour moi. Merci pour cette présentation. Tu es universitaire, entre autres choses, comme tu l'as très bien dit. Sur quel sujet portent tes travaux et comment et pourquoi avoir décidé de travailler sur ces sujets? Alors, pour pouvoir bien répondre, en fait, je vais répondre à la seconde partie, en fait, à la seconde question, pour en fait mieux répondre en fait à la première, parce que j'ai eu un premier parcours universitaire, donc dans les années, c'était 88, 95, hein. Donc j'avais travaillé sur les mises en scène du discours politique à la télévision. Et par ricochet, je me suis intéressée aux mouvements sociaux. Donc à l'époque, c'est le mouvement étudiant, c'était les infirmières, c'était le mouvement des camionneurs, etc. Et ce qui m'avait intéressé, c'est la façon dont les médias finalement participaient à la création de leaders, hein, de ces mouvements sociaux. Et comment ces leaders étaient valorisés ou dévalorisés. On va voir que c'est pas sans lien avec ce que je veux dire sur la transidentité, par exemple. Alors pour la petite histoire, ben voilà, je voulais faire la thèse doctorale, j'en avais commencé une, puis je l'ai arrêtée parce que je suis partie faire mes petites affaires identitaires. En fait, pour être vraiment franche, à l'époque, j'avais 25 ou 26 ans et je me voyais, je n'avais pas le courage de faire une transition dans l'université à cette époque-là, hein. Donc à l'époque, on était en 95, quoi. Franchement, je crois que ça passait pas. Je crois que même à cette époque-là, ça passait pas. Donc après, bah, du coup, il y a eu une sorte d'intermède qui a duré 20 ans, hein, juste ça. J'ai travaillé dans l'insertion sociale et professionnelle à Marseille, et voilà, et puis j'ai eu plein d'engagements militants dans des associations, hein, donc vraiment une militance LGBTQI+. Alors, là encore, je parle
pas mal du coup d'un parcours perso, mais c'est aussi pour éclairer le truc. C'est que en 2006, du coup, moi, je me suis retrouvé au chômage, hein, et du coup, je me suis dit: «Tiens, mais dans le cadre de la formation continue, il y a un moyen de reprendre mes études». Ça m'a jamais abandonné, en fait, l'université et hem et du coup, je me suis dit: «Bah, j'ai une façon de me projeter dans le doctorat». Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un master 2, donc recherche, hein, parce qu'il fallait que je reprenne un peu en arrière pour pouvoir repartir en thèse. Hem et donc du coup, je me suis dit aussi que, avec toute l'expérience que j'avais accumulée dans la militance trans, mais aussi de la militance, LGBTQI+, j'avais un bagage qui me permettait, voilà, d'aborder une étude sur ces terrains-là. Alors, le truc, c'est qu'au départ, je voulais travailler vraiment spécifiquement sur la question trans. Mais ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, à l'époque, j'étais anonyme. Et donc pendant les séminaires, j'arrivais pas à dire sur le vrai sujet sur lequel je bossais et je passais, par enfin, je prenais des terrains de traverse et je disais que je travaillais sur l'écriture LGBT et cetera et je disais ça. Mais cette année-là, moi, j'ai vraiment, j'ai vécu avec des angoisses. J'avais l'impression de mentir à tout le monde. J'étais mal à l'aise. En même temps, j'avais peur des violences. J'avais peur qu'on m'associe à mon sujet. Enfin, des trucs que peut-être beaucoup d'étudiants et d'étudiantes vivent aujourd'hui. Moi, je les ai vécus à ce moment-là et j'ai trouvé ça horrible. Franchement, j'ai trouvé ça horrible. Alors, c'est ce qui m'a poussé pour ma thèse de doctorat à, Heu, à le faire d'une façon complètement out. Ça veut dire que, quand moi j'ai décidé de travailler sur la représentation des trans, après avoir travaillé sur les mouvements sociaux, les politiques et cetera, pour moi, il y avait déjà une logique, hein, quelque part et puis ça faisait coïncider, mon expérience personnelle, mon expérience de vie avec ce que j'avais fait précédemment et là, je me suis dit: «Je vais le faire en tant que personne trans, visible et puis si c'est un problème, c'est pas le mien, c'est le problème des autres. C'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je suis là, je suis trans, je fais ce sujet, j'ai le droit de le faire, j'y vais. Donc voilà et franchement, bon, c'est vrai que j'ai subi plein de violences, mais ces violences-là, je les vivais pas intérieurement. C'est-à-dire que, heu c'était pas comme dans le master, par exemple, où j'avais tout intériorisé, tout était à l'intérieur et que c'était ça qui était pénible. Là, quand j'ai vécu des violences, c'était mon laboratoire. Donc pour moi, voilà, il y avait des connards, et puis point barre. C'était pas mon problème. Donc du coup, moi, la thèse de doctorat, de ce point de vue-là, je l'ai bien vécu. J'ai pas vécu comme le master qui était horrible. Donc je pense que déjà pour ça, j'ai fait le bon choix. Alors, l'autre raison quand même, et celle-là, elle est aussi importante, c'est que pourquoi j'ai eu envie de travailler sur ce sujet? C'est parce que quand j'étais donc, dans l'association du syndrome de Benjamin, le nom de l'association est malheureux, je vous l'accorde, donc de Tom Rocher à l'époque en 96, j'écoutais beaucoup les gens discuter des documentaires qu'il y avait eu la veille à la télévision. À l'époque, il y avait des soirées théma sur Arte, il y avait Ma vie en rose, enfin voilà, il y avait quand même des productions et des choses qui se faisaient à la télévision et dans la majorité des cas, les gens, se reconnaissaient pas. Hein, ils disaient: «Mais c'est pas nous, quoi». Je veux dire, ce que je vois, ce qu'on a vu hier à la téloche, c'est pas nous. D'un autre côté, c'est maltraitant et du coup, cette maltraitance médiatique, elle venait s'ajouter à la maltraitance, à la transphobie du quotidien. Voilà et de là, je me suis dit: «Mais» alors si j'ai une question qui peut paraître un peu bizarre c'est une double question, c'est comment est-ce qu'on peut se construire comme personne, hein, quand comment expliquer ça? Quand la société, en fait, elle te désigne comme une sorte d'anomalie, une marginalité, un air de la révolution sexuelle ou je sais pas quoi d'autre, qu'elle te montre comme un monstre, alors sous diverses formes, burlesques, ce que tu veux, tu es assassiné au bois de Boulogne et cetera et voilà et comment tu peux te construire comme personne quand la culture, elle te montre comme ça, elle te maltraite de cette façon-là? Et inversement, comment est-ce que tu peux te construire comme personne, comme individu? Par contre, quand la société, quand la culture, elle te fait une place et qu'elle t'accueille de façon positive, quand la représentation est positive. Et ça, vraiment, ça a guidé mes études et j'ai vraiment voulu travailler et montrer que les représentations, elles sont pas neutres. Elles font pas forcément toute la réalité, mais elles ont des effets sur les gens. Et que donc les gens qui produisent ces représentations, ils ont une responsabilité.
Voilà, et que c'était important voilà, de le souligner. Alors, l'autre côté, c'est que, bon, il y a eu un sorte, je sais pas, on appelle ça le second effet qui se coule, hein, pour ceux qui ont vu la pub. C'est que, d'un côté, ma recherche a été valorisée parce que, bah, voilà, c'est la première fois qu'on faisait une personne trans dans une recherche, trans à ce niveau-là. Mais dans notre cas, j'ai été pas mal aussi exotisée, hein, et on a fait une sorte de hiérarchie entre moi et les autres. C'est-à-dire que moi, je suis devenue la trans qui bosse sur les trans et la télé. Je résume comme ça. Et à côté de ça, bah, évidemment, ceux qui ont fait des études, où il y avait une partie transidentité, mais qui travaillaient en anthropologie, en sociologie, en philo, forcément, c'était quand même mieux que moi, quoi. Moi, j'étais un peu le truc un peu exotique, presque fun. Ça me dérange pas tant que ça. C'est le côté hiérarchique en soi qui est un peu gênant. Alors, moi, j'ai envie de dire que par rapport à ça, c'est que moi, quand je travaille sur la représentation, je travaille pas que sur les trans, mais plutôt sur la façon dont la société, les médias, la culture, elle fait de la différence une sorte de déviance, hein. Comment on fabrique, d'une certaine façon, des stéréotypes et des caricatures. On construit les gens en marginaux, qui vont être plus ou moins acceptables, hein. C'est-à-dire qu'on a une marginalité et dans cette même marginalité, on va créer des hiérarchies. Et c'est ça qui était intéressant dans ce travail-là. Et donc, du coup, on se rend compte que même si tu es dans la marginalité, tu es quand même un peu plus haut si tu acceptes les normes que si tu les acceptes pas, hein. Et si tu présentes un côté un peu subversif, hop, tu es déclassé et tu es dévalorisé. Et ça, c'est quelque chose que ma recherche, elle a réussi à mettre en avant. Et ça dépasse de loin la question trans. C'est juste que là, ça a été mon terrain. Mais si on applique ça à d'autres groupes, on va avoir des résultats très intéressants aussi. Moi, il y a quelques années, je citais le cas notamment de la couverture médiatique des migrants et des migrantes. On retrouve le même phénomène. Même phénomène. Tu as un gars, il arrive, il est barbu, ça y est, les commentaires partent, hein. Tu as le même gars, mais s'il se présente, il parle anglais et il est habillé à l'occidental, le migrant, il n'est pas traité de la même façon. Et inversement pour la femme migrante. Voilà, c'est-à-dire qu'on va valoriser le modèle qui nous rassure le plus, on va dévaloriser celui qui nous est le plus étranger et celui qui finalement ne nous rassure pas, celui qui crée de la panique. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Pas de souci. Merci beaucoup pour cette présentation. On pourra en reparler plus en détail tout à l'heure. Si on parle de la thématique qui nous rejoint ce soir, donc la thématique des archives et de l'histoire et de la mémoire, des mémoires LGBTQI+, il y a une question, moi, que j'ai pu me poser et à laquelle j'étais confrontée quand j'ai pu travailler sur cette thématique-là, c'est notamment la question de la mémoire ou des mémoires LGBTQI+. Comment est-ce qu'on peut définir, comment est-ce que tu définis la mémoire, les mémoires, et qu'est-ce qu'il y a en fait derrière, comme enjeu derrière ces termes? Alors là, je vais faire une réponse qui est vraiment, j'insiste beaucoup sur le fait qu'elle est personnelle. Je ne suis pas spécialisée des archives, je suis pas non plus étrangère au sujet, hein, mais je pense que voilà, il y a des gens probablement qui répondraient beaucoup mieux que moi à cette question. Mais alors déjà pour moi, d'un point de vue personnel et militant, la mémoire, c'est la transmission de savoir situé, hein. Alors c'est, j'y vois une sorte d'héritage qui a été construit par une sorte de mutualisation d'expériences individuelles et collectives sur le temps. Alors, il y a à mon avis, parmi les enjeux justement de cette transmission, et on va dire de cette mémoire qui va s'enrichir, c'est déjà de permettre les passages au relais et de pas partir au point zéro. Et je pense que ça, pour moi, c'est un premier enjeu. Alors, je vais essayer d'illustrer. Alors, dans ce que je vais dire, à aucun moment je suis péjorative, hein, je me le permettrai pas. Et puis, ça m'intéresse pas. Mais voilà, je voulais donner par exemple qu'il m'est arrivé d'entendre des jeunes militants et militantes dire que il y avait rien, comme si finalement ils partaient, ce que je disais, dans ce point zéro. Et donc ça soulève un premier enjeu, c'est qu'il y a un problème. Là, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un problème d'archive, il y a un problème de mémoire, il y a un problème de transmission, il y a un problème de passage au relais. Si les gens pensent qu'il y a rien à eux, on a un problème. Et donc voilà, ça c'est quand même une première chose. De la même façon, il m'est arrivé d'entendre des jeunes personnes trans dire qu'il y avait pas ou peu d'écrits trans. Là aussi pareil, aujourd'hui c'est pas le cas. Et
Et là aussi, ça me gêne et ça m'interroge beaucoup parce que je me dis: qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui fait que la masse aujourd'hui de choses qui ont été produites, par exemple, du côté des études transgenres, des transstudies, anglo-saxonnes, c'est depuis les années 90, hein, donc aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc choses qui ont été produites, dont le Transgender Studies Reader qui est juste un monument. Comment ça se fait que les gens ne sont pas au courant? Comment ça se fait que les gens ne sont pas au courant qu'il y a une production francophone? Moi, j'ai publié mon premier bouquin en 2008. J'ai publié, bah, je sais pas, mais en fait, vraiment, j'ai vraiment beaucoup publié d'articles, hein. Mais c'est pareil, comment se fait-il qu'ils ne sont pas ou peu connus, dans les études trans en France? C'est interrogeant parce que, toute cette somme on va dire, de connaissances et de savoir, elle était censée s'inscrire dans ce sort de pot commun, hein, de nos groupes parce que dès les années 90 avec Maud Thomas, qui est cofondatrice de l'Observatoire des transidentités, mais qui est aussi, pour moi, Maud c'est la première théoricienne trans. C'est la première. C'est vraiment la première qui a mis le nez dans les bouquins, qui a lu les Chinon, les Mercader et tout ce tralala et qui a commencé vraiment à penser et à étudier, les écrits sur les trans et c'est ça l'objet même des études trans, c'est ça et je pense que c'est vraiment la première qui a fait ça. Ensuite, il y avait Tom Rocher, dont j'ai parlé tout à l'heure et on se disait, il faut qu'on produise nos propres matériaux, il faut qu'on arrive à diffuser, c'est important. Parce qu'il faut qu'on arrive à construire ces contre-discours, hein et ces contre-discours, ce sont aussi des contre-représentations. Mais, se sont posé la question, hein, comment est-ce que je pourrais le dire? C'est, il faut avoir le pouvoir de produire et il faut avoir le pouvoir de diffuser. Et nous, à l'époque, on l'avait pas. Donc on a fait ça avec des 3 bouts de ficelle et puis on a essayé de l'inscrire, tant bien que mal. Alors, j'avais quand même, dans mes notes quand même écrit 2-3 petites choses parce que, voilà, juste on parle d'archives, on parle de mémoire et ça me semblait intéressant, de le mettre, mais, heu, je trouve qu'il y a une étape vraiment très importante, ça a été l'internet, par exemple. Au niveau production, diffusion, ça a changé, ça a vraiment changé énormément les choses. Je pense que, par exemple, la page sur les hormones de Support Transgenre Strasbourg, c'était un monument. Je crois que cette page, elle n'existe plus ou enfin si peut-être, je sais pas. En attendant, à l'époque, c'était juste un truc absolument énorme. Voilà, et il y a eu des initiatives comme celle-là. Je pense aussi qu'ensuite, dans les années qui ont suivi, dans les années 2000, on a vu avec des groupes comme Trans, comme Chrysalide, avec Acceptas et cetera, qui maîtrisent complètement l'outil et d'un seul coup, on voit la force, hein, qu'on a, la force de diffusion qu'on veut en avoir. Nous, par exemple, à l'époque, nous, on essayait, on a eu 2 temps. Donc le premier, c'était les séminaires Q, donc de Saint-Boursier. Donc nous, on a participé à la période 96-98. J'en parlerai peut-être tout à l'heure et donc ça avait donné une publication. Ensuite, ça avait été, avec notre association Sans Contrefaçon. Bon, oui, le nom était un peu bizarre, mais parce qu'on l'avait mis au vote et on était très, voilà, on aimait bien ce ton en dérision, donc Sans Contrefaçon, ça nous plaisait beaucoup, on trouvait ça drôle. C'est pareil, on avait essayé de produire des courts-métrages militants, parce qu'on était très influencés par ce qui se passait du côté des anglo-saxons et on trouvait que ça avait une force de frappe, intéressante et on a beaucoup travaillé à l'époque avec le groupe Activistes Trans, voilà. Voilà, ça c'est autre chose. Alors voilà, ce que je veux dire avec toutes ces digressions, c'est que, la mémoire, elle permet de prendre en considération justement ces héritages, hein, de pouvoir, partir de quelque chose et pas se dire: «Avant moi rien». Au contraire, avant moi, il y a quelque chose. Hem, Moi-même, je pense que peut-être même sans le savoir, j'ai hérité du travail d'autres personnes qui m'ont précédé et c'est important, même si je le connais pas, c'est important de me dire que, il y a peut-être même des gens qui ont pris des coups, hein, pour que moi je puisse être à l'ASB en 96 par exemple, hein. Voilà, ça c'est une chose importante. Hem, alors après, l'autre enjeu, j'en ai déjà un peu parlé, c'est celui du pouvoir et de la matérialité parce que, ça se traduit à travers plusieurs questions. C'est, dans quelles conditions est-ce qu'on produit? Dans quelles conditions est-ce qu'on diffuse? Est-ce qu'on a les pouvoirs de produire et de diffuser? Hem, Est-ce que, et ces pouvoirs finalement,
nos pouvoirs, qu'est-ce qu'ils valent par rapport à des savoirs qui, eux, sont hégémoniques, qui sont surplombants et d'ailleurs qui sont souvent le fait de personnes, qui produisent, cette fois-ci, sur nous. Alors, peut-être, un des autres enjeux encore à travers ces questions-là, c'est, comment est-ce qu'on peut rendre aussi cette mémoire accessible, hein, et surtout la rendre, à portée, voilà, qu'elle soit, à la portée de tous et de toutes. Et comme tu l'as dit, cette, voilà, derrière la mémoire, il y a l'idée d'invisibilisation et du fait qu'on voilà, on ne sait pas que cette matière-là, que cette histoire-là existe. Du coup, comment, selon toi, encore une fois, parce que tu l'as bien dit, c'est ton point de vue et c'est l'intérêt de ces rencontres sur ces thématiques, c'est d'avoir des points de vue différents et complémentaires sur les mêmes sujets. Comment, selon toi, tu peux expliquer cette invisibilisation de l'histoire des personnes LGBTQI+, et peut-être des personnes trans en particulier, étant donné que voilà, c'est entre autres ton sujet, ton thème de prédilection. Ouais. C'est quelque chose, moi, qui me fait beaucoup réfléchir. Alors, j'ai des idées, mais finalement, je suis pas sûre d'être vraiment satisfaite par, voilà, par les idées que j'ai pu mobiliser. Je pense que peut-être qu'avec une réflexion plus large, avec d'autres personnes, on arrivera à construire finalement une réponse qui serait, voilà, qui aurait une grande force de frappe. Mais ici, moi encore, j'ai envie de convoquer cette idée du pouvoir, mais aussi des normes, hein. C'est, voilà, on n'est pas immunisé contre les normes, parce on les respire depuis l'enfance et ça, même si on est, qu'on soit une personne trans, qu'on soit une personne queer, qu'on soit une personne gay, lesbienne, bi, intersexe et cetera, on a respiré ces normes. J'ai respiré ces normes et j'ai pas été immunisé contre l'ensemble de ces normes. J'ai pu en défaire certaines, en déconstruire d'autres, mais probablement qu'il y en a d'autres qui m'ont bien imbibé. Voilà. Alors je vais l'illustrer autrement. Par exemple, je repensais, je me dis, voilà, en France, on a eu le phare, donc le Front de libération homo en 70. Il s'était pas passé quelques semaines que les Gouines rouges, elles partaient déjà de leur côté, hein, elles s'y retrouvaient pas. Je repense aussi en 73, donc à la Pride de New York, quand Sylvia Rivera, elle prend la parole, elle se fait huer par des gays et des lesbiennes féministes. C'est ça aussi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça dit, voilà, qu'est-ce que ça dit aussi? Et ce que je veux dire, c'est qu'au sein de cet acronyme, hein, LGBTQI+, je crois qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes pouvoirs, hein. Si je veux dire, il y a aussi à l'intérieur, on n'est pas, chez nous, voilà, il y a des critères, le critère de la couleur, le critère de la classe et cetera, du validisme. Ils sont aussi présents, hein, dans nos groupes, hein. On n'est pas une sorte d'exception, dans l'univers. Hem Voilà et on n'a pas non plus les mêmes conceptions, hein. C'est-à-dire que voilà, on a des gens, y compris dans nos groupes, qui vont voter, très, 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 très à droite. Bah oui, c'est comme ça et je crois que il faut pas non plus se voiler la face avec ça. Et je pense qu'aussi tout ça, ça rentre en ligne de compte sur l'invisibilisation d'un groupe et l'autre. Alors j'ai envie de dire aussi que le groupe trans, lui en particulier, il est pas homogène, hein. C'est pas un groupe qui est figé. Moi, je pense par exemple aux apps du groupe Activiste Trans. Alors les apps, hein, c'est cette façon d'agir, à la façon d'Act Up, hein, donc avec des interruptions de parole et cetera, des die-in et tous ces modes d'action. À l'époque, dans les années, c'est-à-dire le début des années 2000 jusqu'à 2006, ils ont profondément divisé, hein, les associations trans, hein. Il y a des gens qui soutenaient le GATT et il y en a d'autres qui les haïssaient. Parce qu'on estimait qu'ils faisaient trop de bruit, que du coup, on se faisait mal accepter, on se faisait mal voir et cetera. Alors, par exemple, l'autre exemple qui pourrait donner de ce type de différentes conceptions quelque part qui peuvent contribuer à invisibiliser un groupe par rapport à un autre, ça marche aussi en interne. Par exemple, c'est quand des associations, elles ont pas non plus le même positionnement par rapport au protocole hospitalier en France, hein. Je crois que ça serait vraiment un grand mensonge que dire que toutes les associations soient unanimes dans leur rapport avec, l'ex-sous-FECT, par exemple, c'est pas vrai, hein. C'est voilà. Alors, et j'ai envie de dire d'une façon alors je reprends un petit peu un cadre, je m'éloigne un peu du truc pour englober tout le monde, c'est que, il y a tout enfin, d'une certaine façon, ce sont toujours un peu les derniers arrivés, ce sont toujours les moins forts ou ceux qui sont considérés comme les plus étranges, hein, ce sont souvent eux
qu'on met de côté, hein. Et donc, tout à l'heure, tu faisais l'énumération des gens invisibilisés. D'une certaine façon, nous, on est arrivés dans ce marché de l'égalité des droits en dernier, hein, et on a paru, et là, je parle des expériences, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on passait un peu pour les gens bizarres de service, hein, des trans. Enfin, je vais y revenir tout à l'heure, mais je raconterai des choses du CGL Paris, des années 90. Voilà, alors j'ai envie de dire, voilà, ce sont tous ces gens qu'on finit, on met un petit peu de côté. Alors l'autre chose aussi, c'est que, pour être plus positif, c'est que parfois ça change et on voit que c'est en train de changer. Alors des fois, c'est pour le bien, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire, hein, les changements et la visibilité. Alors c'est vrai que les trans, ça devient en vogue, ça devient à la mode, ça devient tendance, ça devient aussi commercialisable, hein. Voilà, et que cette visibilité, bah, elle donne lieu à des backlash. Je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais moi, je reste sur cette idée que ce sont toujours les derniers arrivés et d'une certaine façon les plus vulnérables qu'on a tendance à invisibiliser. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Oui, oui, c'est très clair, merci. Je vais rebondir là-dessus. Je voulais juste préciser aux personnes qui nous regardent que vous pouvez poser des questions dans le chat pour Karine et dès maintenant ou au fil de la discussion elle pourra y répondre tout à l'heure. Donc, comme tu le disais, on peut avoir tendance à désigner voilà, les personnes LGBTQI+, comme un tout, comme une communauté, et quitte à simplifier parfois et englober en fait des histoires qui peuvent être des histoires, des identités et des revendications très différentes. Tu en as déjà un petit peu parlé par rapport à l'invisibilisation, mais du coup, pour toi, quels enjeux et quels aspects spécifiques il peut exister concernant les histoires et les mémoires des personnes trans et dans un second temps, je pourrais la reposer plus tard s'il faut, mais et à l'inverse, quelle différence et quel point commun ou quelle complémentarité on peut voir avec les histoires et les mémoires des personnes gays, lesbiennes, bi. alors j'ai envie de dire, c'est une question, hein, que j'ai souvent partagée, mais y compris dans des articles, mais c'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment est-ce qu'on peut faire converger nos luttes sans nous mettre sur la gueule, pour le dire de cette façon-là, et toujours avec la crainte finalement que nos spécificités elles soient mises de côté ou voire qu'elles soient occultées. Par exemple, quand le T a commencé à émerger du LGBT pour de vrai, hein, parce que je pense qu'il y a des LGBT, des centres où il faut enlever le T, hein, ils ne méritent pas. Qu'est-ce que je suis méchante, pardon. En tout cas, là où le T avait une réelle fonction, j'ai pu voir qu'il y avait des lesbiennes féministes qui ont commencé à avoir peur du T en se disant: «Mais du coup, nos spécificités vont être oubliées. Elles sont, quelque part, d'une certaine façon, occultées sur le T». Je ne suis pas forcément d'accord avec cette analyse-là, mais je peux la comprendre. Alors, je vais maintenant illustrer avec une image que j'aime beaucoup, qui est un peu bizarre, peut-être, mais c'est une histoire, c'est celle des hérissons, hein. Ce sont des hérissons, c'est un groupe de hérissons, ils sont perdus dans la banquise, hein. Alors, faut pas me demander comment ils se sont retrouvés là-bas. Ils y sont, hein, on fait comme si. Alors en fait, bah, du coup, il gèle, hein, il fait très froid. Alors les hérissons, en fait, ils ont 2 choix, hein. Soit ils restent de leur côté, ils boudent, mais bon, le truc, c'est qu'ils vont mourir dans le froid gelé. Alors soit, en fait, ils se serrent, tous les uns contre les autres en se disant: «On va se tenir chaud, on a une chance de survivre, à ce climat». Mais le fait de se serrer, forcément, ils ont tous des épines, ils vont tous se blesser. Et c'est un peu le prix à payer, hein. C'est finalement, quelque part, c'est que pour survivre et pour être ensemble, et beh, parfois on se blesse et que, bah, ça fait partie ça fait partie du processus et que c'est pas ça qui doit nous isoler, les uns des autres, les unes des autres. Parce que moi, perso, je préfère me retrouver avec des trous dans le capot, hein, plutôt que transformer, en produit chez Picard, en produit surgelé. Alors, j'ai envie de dire, au-delà de cette petite histoire, c'est pareil, c'est une question de place. C'est quelle place on te laisse, hein? Et au sein de ce grand acronyme, hein, c'est quelle place on se laisse les uns les autres, les unes aux autres. Et on voit très bien que parfois, bah, il y a une lettre qui va dominer les autres. Voilà, et c'est ça aussi qui est important. Hem, je pense aussi que alors je prône pas le séparatisme,
encore que dans certains cas, parfois, je me pose la question quand même, mais je pense quand même qu'à un moment donné, un groupe, il doit pouvoir se construire quand même, au moins dans un premier temps, dans l'autonomie, hein. Il doit se construire lui-même, il doit se reconnaître lui-même et trouver sa forme d'expression, enfin, c'est oui, se construire en tant que groupe avant de pouvoir être avec les autres, justement. Pour pas, voilà, pour pas se faire d'une certaine façon, il y a des gens qui utiliseraient coloniser, d'autres gentrifier, comme les mots posent eux-mêmes des questions, l'usage du langage est finalement, parfois complexe dans le monde militant. Je vais garder le terme de gentrifier et donc pour ce groupe-là, soit pas d'une certaine façon noyauté de l'extérieur. Il faut que dans un premier temps, il puisse se construire lui-même, hein. Voilà, ça me paraît important. Alors, ensuite sur les choses qu'on a en commun, je pense que quand même la base elle est extrêmement forte, hein. Alors je vais l'exprimer d'une certaine façon, c'est-à-dire que, dans une société qui croit, hein, que tous les mâles deviennent forcément des garçons et des hommes, dans une société qui croit que toutes les femelles vont devenir des filles et des femmes, hein, et qui croit que finalement tout le monde va devenir hétérosexuel, bah, c'est un peu compliqué, hein, une société comme celle-là et c'est surtout l'illustration d'un système qui est hétérocentré ou hétéronormatif d'un côté et qui est cis-sexiste et cis-normé de l'autre et une fois on a réussi à faire fi, hein, de ces 2, on va dire de ces 2 systèmes, de ce type de croyances, là on se rend compte qu'on a plein de points communs, que ça soit du côté de l'orientation sexuelle, que ce soit du côté du genre, hein. Et qu'en fait, comme elle disait notre chère copine Christine Delphi, hein, qui aime beaucoup les trans, comme on a pu le constater ces dernières années, voilà, l'ennemi commun, c'est bien le patriarcat. Et je pense que ça, c'est une base commune parce que, qu'on soit gay, lesbienne, bi et cetera et qu'on vive l'homophobie, il y a différentes formes de vivre l'homophobie et notamment, c'est parce que dans l'injure et l'insulte, homophobe, on pointe une défaillance du genre. D'un autre côté, quand on est trans, on se souvent et dans la culture populaire et dans l'imaginaire populaire, on a souvent pensé que c'était parce que les gens étaient une sorte d'homosexualité refoulée. Donc en fait, c'est parce que c'est notre sexualité qui est défaillante qu'on veut changer de genre et c'est très intéressant de voir ça parce que souvent on s'est dit: «Ouais, l'orientation sexuelle et la question de genre sont 2 choses distinctes». Oui, pour nous qui sommes au fait des études de genre, des études féministes et cetera. Mais pour les gens qui t'insultent dans la rue, eux, ils font pas cette distinction, hein. Ils s'intéressent pas aux études de genre, ils s'intéressent pas aux études féministes. Donc eux, ils font le lien sans arrêt et je pense que le lien, ils font l'aborder aussi de leur point de vue pour pouvoir le déconstruire et d'un seul coup, là, on se rend compte, eh beh, qu'on soit, lesbienne, trans ou autre, on se rend compte que finalement, il y a des croisements dans l'injure, il y a des croisements dans l'insulte. C'est une sorte quelque part d'intersectionnalité de la discrimination, hein. C'est, voilà, c'est ça aussi qui arrive et voilà, ça me semble aussi que c'est en tout cas moi ça me paraît être une bonne base déjà, hein, pour travailler ensemble. C'est très intéressant comme réflexion et du coup ça m'en amène à une autre, c'était pas forcément, celle que j'avais en tête pour la suite, mais donc on va dire qu'il y a une base commune dans la théorie, dans les comment dire? Les valeurs et cetera et du coup dans les faits, est-ce qu'il existe des liens entre les mouvements, militants, trans et les autres mouvements, militants LGBT? Et si oui, lesquels et de quelle manière en fait ça se rejoint? Désolée Karine, tu as oublié de remettre ton micro. Oui, bien vu, oui, je faisais attention depuis tout à l'heure, puis là j'étais déjà en train d'anticiper, sur la réponse. Heu, déjà je crois qu'on est dans une société qui, hem, je ne sais pas comment le dire, sans être trop dur vis-à-vis de nos sociétés, mais hem, oui, on aime bien qu'on consomme, on aime bien se dire qu'on est en démocratie et puis c'est vrai que d'un certain point de vue, on est en démocratie, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, hem, on voit que c'est une société qui adore se vautrer sur les normes. On le voit en ce moment,
Moi, franchement, depuis que je suis arrivée en France, c'était quoi, 74. Enfin, je veux dire, j'ai jamais entendu autant le discours d'extrême droite, je l'ai jamais autant entendu. Je peux pas allumer la télé sans avoir affaire à l'extrême droite. Je peux plus aller sur un site internet à un moment donné sans en entendre parler. Et d'un côté, ça va être les chrétiens traditionnalistes, et de l'autre côté, les anti-PMA, et de l'autre côté, les anti-mariage, et de l'autre côté, les anti-trans, et de l'autre côté, les anti-transition pour les mineurs trans. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est un brouhaha, c'est d'une violence absolument inouïe qui envahit, qui du coup envahit le quotidien. Et voilà. Et ça dit que c'est une société d'une certaine façon qui tolère ces minorités. Et j'insiste sur les guillemets, qui tolère ces minorités. Et que c'est jamais acquis pour de bon. Hein. C'est toujours, on nous file ça pour un temps. Hein. On va nous changer, on nous charge le Parlement, on nous charge le président, et d'un seul coup, ça peut faire drôlement mal. Hein. C'est juste pour le dire comme ça. Hein. Je suis pas fan du gouvernement actuel, loin s'en faut. Mais c'est juste pour dire qu'il y a pire encore. Ah, déjà là, c'est pas fun, mais il y a encore pire et probablement encore pire que le pire. Si franchement, avec ça, on n'a pas des liens, moi je comprends pas. Si on n'a pas des liens avec cette société qui est sexiste, cette société qui est inégalitaire, cette société qui vit sur la précarité, parce qu'on est dans un régime néolibéral, si ça, c'est pas un lien aussi pour lutter, moi je comprends pas. Enfin, voilà, c'est tout ça. Enfin, je sais, je me répète probablement, mais parce que je tombe sans arrêt autour de cette idée que pour moi, c'est un peu le même diagnostic. Hein, par quelques bouts que je le prenne, j'en arrive là. À un moment donné, je dis que la source de nos problèmes, ben voilà, elle est identifiable assez rapidement. Enfin, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qui arrive en ce moment. Je pense qu'il y a des choses plus graves qu'elles ne paraissent. Comme tu l'as dit, c'est dans une société, dans un système néolibéral inégalitaire. Et du coup, historiquement, est-ce qu'il y a eu des moments où les militants et les militantes LGBTQI+, se sont associés à d'autres mouvements de lutte, donc le féminisme, l'antiracisme, l'anticapitalisme, entre autres? Si oui, depuis quand? Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ton micro, Karine. Désolée. Oui, je vais boire quelque chose que je commence à avoir la bouche qui sèche. Je t'en prie. Si enfin, je vais revenir un petit peu en arrière sur, d'une certaine façon, sur les débuts, hein, de la politisation du ou des mouvements trans. Et je pensais notamment aux carrières de Sylvia Rivera et de Marsha P. Johnson, par exemple, aux États-Unis, parce qu'elles illustrent des multimilitants et des parcours qui ont été très intéressants parce que toutes les deux, à des degrés divers, hein, avec deux parcours aussi qui sont communs, mais ils sont aussi distincts. Elles ont fait leurs armes dans la lutte des droits civiques, par exemple pour les Afro-Américains. Elles ont été aussi anti-guerre du Vietnam, dans les manifestations contre la guerre du Vietnam. Elles ont été aussi, du coup, fondatrices d'associations où elles recevaient notamment les trans racisés, les queens racisées. Elles étaient du coup aussi des figures du Front de libération homosexuelle. Elles ont aussi milité avec en tout cas pour Sylvia Rivera, avec les Black Panthers, avec les Young Lords. Donc voilà, là on voit qu'il y a des parcours militants qui sont extrêmement intéressants et sur des causes qui dépassent la question trans. Hein. On en est même très 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 loin. Et ça a créé cette politisation et un vent qui était vraiment intéressant. Alors j'ai envie de dire que ce sont aussi ces expériences dont on a hérité et dont on a tiré aussi des bénéfices. C'est-à-dire, c'était des expériences très importantes pour nous, mais y compris en France plus tard, mais c'est arrivé aussi. J'ai envie de dire parce que on voit que la militance trans, elle n'est pas née sur une militance pour les trans. Elle est née pour d'autres militances. Et c'est de cette militance-là qu'est né le mouvement trans. Et ça, je trouve que c'est quand même pas anodin. C'est pas anodin dans ces origines-là. Enfin, moi, je le vois très peu écrit. Non, en fait, je le vois jamais écrit, ce truc-là. Mais
voilà, je me dis: «Ah, c'est quand même pas anodin», parce que ça en France, on l'a pas. Par exemple, le mouvement trans n'est pas constitué sur une militance pour les autres causes. Il s'est formalisé donc avec 2 premières a enfin 3 associations, donc la MAO qui était l'association des malades hormonaux en 1965. Je crois que dans les années 80-82, il y avait une médecin, Marie-Ange Grenier, donc une personne trans, qui avait fondé une association, j'oublie le nom, à Saint-Étienne. Il y avait Eddy Frélin, je crois, qui a créé une association qui s'appelait l'AAT à Marseille en 92. Voilà, mais c'était des associations qui étaient, hem, c'est des associations de support, mais assez fermées d'une certaine façon sur elles-mêmes et qui n'avaient pas formalisé de revendications. Nous, il va falloir attendre les associations des années 90, donc avec le PAST en 92, l'ASB en 94, le CARITIG en 95, et là, on a la première base, hein, qui va aboutir aux associations des années 2000. Mais c'est dans les années 90 que les choses commencent à se mettre en place et que les associations se disent, bon, là, on a un problème avec les parcours hospitaliers, on a un problème avec les psychiatres, on a un problème avec le changement d'état civil. C'est à ce moment-là que ça se passe, hein, et qu'on paye un peu les pots cassés de cette voilà, de ce contexte assez pourri. Et, et là, les choses se mettent en place. Mais là, et c'est seulement à partir de ce moment-là que les personnes trans ont pu partir vers d'autres causes et d'autres mouvements sociaux. Alors, j'avais mis ici quelques notes, mais il y a quand même aussi un groupe qui est très important. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le groupe Activistes Trans. Le groupe Activistes Trans, quand il arrive en 2002, et jusqu'en son jour, ils disent: «Mais non, on est avec les sans précaires, enfin, on est avec les sans précaires. On est avec les précaires, on est avec les étrangers, on est avec les féministes, on est avec tout un tas de choses parce qu'on ne peut pas dissocier nos luttes des autres luttes». Alors, certains vont appeler ça de la consubstantialité, d'autres vont appeler ça de l'intersectionnalité. Peu importe, en attendant, c'est le fait de dire qu'on n'est pas seul dans ce monde et que nos oppressions, elles sont croisées avec d'autres, hein, ou elles sont coproduites, avec d'autres oppressions. Et là, on voit que le mouvement trans, en fait, a vraiment commencé à s'étendre, hein, au sein de l'associatif, LG, et cetera. C'est à ce moment-là. Mais par rapport aux États-Unis, on se rend compte que c'est tardif, en fait. C'est très tardif, et l'associatif, politisé, il ne naît absolument pas de la même façon. Il y avait aussi quelque chose que je trouvais intéressant aussi, c'est des associations qui aujourd'hui se disent transféministes. Et je les trouve très intéressantes parce qu'en général, ces associations transféministes, bah, elles sont aussi féministes évidemment, elles sont antiracistes, anticapitalistes, elles se disent solidaires de tout un tas d'autres causes, et qu'en général, évidemment, aujourd'hui, avec cette idée de transféminisme, immédiatement, on associe antiracisme et anticapitalisme quasiment systématiquement. C'est pour ça aussi que je parle de multimilitance, voilà, d'une certaine façon, et que on a dépassé le stade de on revendique l'égalité des droits avec le positionnement féministe et transféministe, anticapitaliste, antiraciste, et cetera. On va au-delà. Pour moi, c'est déjà un programme politique, c'est la formulation d'un programme politique, c'est on ne veut pas vivre dans ces sociétés de merde telles qu'elles est. Vous nous demandez d'y adhérer, mais nous, on dit non. Et on veut aussi changer les choses, et nous, on va les changer à notre niveau. Déjà, on va changer le discours, on va porter nos contre-discours, et on va militer pour faire en sorte que les choses changent. Et, et ça fait, enfin, je le dis d'une façon un peu triviale, mais moi, je trouve que ça fait super plaisir de voir ces mouvements-là. Moi qui ai vécu les années 90, et on a des excuses, hein, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la littérature qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas le vocabulaire qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas les études de genre encore, les études féministes, tout ça, c'est arrivé, mais au compte-gouttes, hein, c'est arrivé, mais au compte-gouttes. Plein de textes n'étaient pas encore traduits. Voilà. Donc, il fallait aussi avoir la capacité d'aller chercher des informations en anglais, par exemple, hein, que ce soit Butler et d'autres. Et, et bon, j'ai fait tellement de digressions que je suis un peu perdu, mais il me semble qu'à peu près, voilà, je donnais un peu le ton. C'est que, voilà, d'un certain côté, ce sont des mouvements sociaux qui ont produit le mouvement trans, et nous, c'est du mouvement trans qu'on est parti vers le LGBT. On a un parcours un peu inverse, mais à l'arrivée, on se retrouve sur cette idée que on ce monde, on en fait partie, et que non seulement on a le droit d'avoir un regard critique, mais qu'on a aussi le droit d'apporter notre pierre et de vouloir le changer. Merci pour ces explications, ces éclairages, c'est très intéressant.
Tu parlais tout à l'heure des représentations, notamment des représentations médiatiques et voilà, tu travailles sur ces constructions médiatiques des transidentités et les médias, je pense et les images et les contenus, qu'ils diffusent, peuvent être considérés d'une certaine manière, comme des archives, et du coup, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais peut-être, un petit peu plus en détail, pour toi, quel est le rôle des médias dans la représentation des transidentités et quelles évolutions, tu as pu observer, ou non, de ces représentations-là? Le micro, j'y ai pensé. Alors, j'ai envie de dire que dans un premier temps, enfin moi, dans la recherche que j'ai menée, juste pour donner très très rapidement 2-3 éléments de méthodo, j'ai construit 2 corpus, donc l'un à l'Institut national audiovisuel où j'ai travaillé sur le corpus démarrait en 1946, à l'époque il s'arrêtait en 2010, ça avait quand même quelques décennies de documents produits sur les trans. J'insiste sur, hein, parce que nous, nous, à l'époque, on n'avait encore rien produit et si on avait produit, est-ce qu'on aurait eu accès aux médias, généralistes ou mainstream? J'en suis pas sûr. Alors ça, c'est déjà une chose et puis ensuite un autre corpus qui lui, j'avais appelé ça un corpus annexe et documentaire où je regroupais des documentaires anglo-saxons que je pouvais pas retrouver dans les archives françaises, mais aussi des choses parfois qui étaient produites par des personnes trans, hein, dans le monde anglo-saxon et ça, c'était intéressant du coup d'avoir, des points de vue situés, hein. Voilà. Alors sur la spécificité maintenant de ces archives, quelque part de ces archives de cette culture et de cette culture qui a construit des discours, des récits, des représentations finalement sur les personnes trans, hem, j'ai envie de dire, ces documents sont étudiables puisque l'objet des études trans, c'est justement de travailler sur les études sur les trans et je trouve que les représentations, elles rentrent tout à fait dans ce cadre-là. Donc l'ensemble des documents audiovisuels, hein, elles entrent dans ce champ d'études et du coup, il y a quand même 2 dimensions à ce que je viens de dire. 2 sortes d'avertissements d'une certaine façon. Et que le premier, il faut que si ces documents sont archivés, on les considère comme des archives. Moi, je pense qu'il faut les considérer comme des archives. Par contre, il faut qu'ils soient extrêmement bien classés, hein, et qu'on insiste bien que sur ces productions, ce sont des productions sur les trans et que donc tous ces documents qu'on va classer en archives, c'est la façon dont des gens extérieurs, des gens non concernés, hein, ont construit donc des discours, des récits, des représentations sur les personnes trans. Parce que je pense qu'il faut avoir l'esprit que c'est important de savoir comment une société, elle construit son imaginaire. Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est juste qu'il faut bien insister sur le fait que c'est pas nous qui avons dit ça, c'est pas nous, c'est les autres. La seconde dimension, c'est que, justement, du coup, ça fait suite à ce que je viens de dire, mais, hem, voilà, c'est important de pas écarter ces documents en disant: «Ouais, c'est de la merde, c'est de la daube, ça a été maltraitant» et cetera. C'est vrai, mais voilà, mais de la même façon, il faudrait pas écarter, genre Colette Chilan, Mercader, les Millot, les Pierre-Henri Castel, enfin tous ces gens qui ont écrit des horreurs sur nous, il faut les lire. C'est important de les lire. De la même façon, il faut voir ces documents-là, il faut les garder à l'esprit parce que c'est comme ça qu'on va étudier la façon dont se fabriquent les imaginaires, comment ils sont diffusés, hein, et ce qu'ils vont aussi produire comme effet sur les gens, hein. Parce que c'est bien beau, on produit de la fiction, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le réel? Et le réel, parfois, ça se traduit par du sexisme, ça se traduit par des phobies, ça se produit par des violences. Moi, j'avais fait une enquête, donc dans ma thèse de doctorat à l'époque, sur la réception et les gens m'expliquaient que, par exemple, ils étaient à 2 doigts de faire un coming out auprès de leurs parents, de leur conjoint ou de leur conjointe, voire de leurs enfants, et que la veille, pouf, il y a une émission de merde qui sort, et là, patatras, ça s'effondre parce que la personne, donc dans l'enquête, elle m'explique bah, que le seul référent, que du coup, le dernier référent qu'avaient ses proches, c'était cette émission-là qui était nulle, qui était voilà, et se disait: «Je veux pas que mes parents, ou mes enfants ou ma femme, mon copain, enfin bon, peu importe, hem, m'associent à cette représentation-là dans laquelle je ne me reconnais pas». Et là, on se rendait compte que une simple émission de télévision, un simple plateau débat, pouvait mettre à néant un coming out qui allait être reporté
parfois de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, voire de plusieurs années, et que c'était très maltraitant pour les gens, hein. Les gens le vivaient, vraiment mal. Donc par la suite, par contre, cet effet-là, il s'est atténué parce que là, je parle d'une époque où il y avait que la téloge et la presse écrite. Maintenant, aujourd'hui, il y a internet et donc après, dans la quête, il y avait toute, déjà une autre génération qui, elle, avait ses référents grâce à internet et qui donc pouvait proposer d'autres types de référents. Et donc c'est des gens qui s'arrangeaient pour que leurs proches, voient un documentaire anglo-saxon, voient, une anime japonaise, enfin tu vois? Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, tous des référents culturels, mais histoire de compenser ce qui avait déjà été mis en place, voilà. Donc c'est, donc oui, je pense, oui, tous ces documents-là sont archivables. Par contre, à user avec beaucoup de précautions et il faut vraiment un bon disclaimer, voilà, pour les mettre à disposition des gens. Merci pour ton avis sur cette question-là. Voilà, je rappelle aux personnes qui peuvent poser leurs questions. Je vois il y en a déjà un certain nombre. Dans la dernière partie, voilà, dans quelques minutes, on pourra y répondre. Je voudrais parler un peu de ton parcours plus personnel, parce que tu as été et tu es toujours une militante, et tu as été notamment militante dans les années 1990. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience en tant que militante, en tant que femme trans, durant notamment les années SIDA? Alors, pour parler cette expérience, d'une certaine façon, j'étais mal partie, on va dire, dans la vie, parce que déjà ado, j'étais déjà militante, mais dans des ONG humanitaires, etc. Genre, à l'époque, ça devait être Terre des Hommes. Je crois qu'il y avait déjà Amnesty. Enfin voilà, c'est un petit peu ce type de machin. Et ado, voilà, je me sentais très très concernée par tout ça. Par contre, la militance. LGBT et cetera, ça évidemment, ça a été dans les années 90 à l'ASB. J'insiste, c'était avant internet parce que c'est hyper important à chaque fois de le souligner. C'est avant internet parce qu'internet a changé le monde, je vous jure, hein. Je vous jure, c'est pas pareil. Moi, j'aurais pas fait la même expérience, de vie avec internet. Hem, Ça veut dire que c'était une époque où, tout fonctionnait, déjà sans argent. Alors franchement, une asso trans qui serait allée demander une subvention, je crois que ça aurait fait rigoler, toute l'administration française, à l'époque. C'était aussi beaucoup de l'huile de coude puisque les gens étaient très mobilisés et étaient en lutte, hein, d'une certaine façon. Donc, il y avait très peu d'investissements militants, donc en fait, il y avait très peu de ressources. Moi, je travaillais essentiellement donc avec, Maudieu Thomas, Tom Rocher. Hein, on va dire que voilà, on formait une sorte de trio, à ces 2-là, je leur dois énormément, je leur dois la militance que je suis devenue par la suite parce que Tom et Maud m'ont vraiment accueilli et j'ai envie de dire d'une certaine façon, m'ont formé, hein, aux questions trans et c'est aussi comme ça que du coup, moi, j'ai pu m'épanouir à la fois et dans ma militance et dans ma transition parce que du coup, je faisais les 2 en même temps. Alors après, cette époque-là, ce qui m'a marqué, c'est des choses très banales, c'est très banal peut-être, mais j'étais très, très marquée par les dimanches, enfin ou plutôt les samedis, où on collait des timbres, hein, tire larigot, avec nos petites mains, hein, on répondait à des gens sur des lettres qu'on mettait dans des enveloppes, on collait des timbres, on allait mettre dans une boîte, mais parfois c'était 50 ou 60, hein, lettres dans la journée et qu'on se répartissait entre nous et c'était assez étrange, hein, d'essayer de venir en aide et de rassurer des personnes quand soi-même on est en train de débuter sa transition. Voilà. Quand soi-même on a une grande responsabilité vis des informations qu'on va donner. Et là, donc Tom Rocher et Maudieuse hem, avaient une organisation qui était très intéressante, donc et elle avait mis en place des dossiers thématiques et cetera, qui étaient vraiment très bien faits pour l'époque, qu'on a d'ailleurs donné à une association pour les archives, hein. Donc comme ça, ces documents, maintenant ils existent, enfin en tout cas, voilà, ils sont pas perdus et à l'époque, c'est intéressant parce que c'était aussi, il y avait le côté personnel, en relation personnelle, mais il y avait aussi le côté un peu technique, hein. C'est sur les questions d'hormones, les questions de changement d'état civil et cetera, il y avait des choses très, très, très concrètes, hein. Bon, alors après, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était beaucoup de réunions
hein, voilà, je crois qu'un certain nombre d'entre nous savent ce que c'est que d'aller en réunion tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, ouf, il y a un jour où on n'y va pas. À l'époque, c'était quoi? C'était l'OSO de Saint-Boursier, donc quand est introduisait la théorie queer en France. Maud et moi, ça c'est Maud qui m'a traîné dans ce groupe-là. On aimait beaucoup parce que, c'était une sorte de laboratoire LGBT, une sorte de laboratoire des études culturelles. C'est-à-dire que trans, gays, lesbiennes, bi, ce qu'on veut, on arrivait avec notre pot commun et on mettait nos idées dans ce sorte de pot commun et ensuite on disait: «Mais qu'est-ce qu'on en fait?» Et du coup, il y avait pas, en tout cas dans cette période-là, il y avait pas de clivage. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait pas quelqu'un qui cherchait à prendre le pouvoir plus qu'un autre, ou quelqu'un qui disait: «Ah mais moi je suis plus opprimé que toi». Enfin, il n'y avait pas ça. Le but du jeu, c'était on met nos réalités dans ce pot commun et on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut en mettre en place comme outil culturel? Qu'est-ce qu'on peut penser en termes politiques? C'était tout ça. Alors, il y avait des choses qui étaient très pensées, il y avait d'autres choses qui étaient très naïves, hein, mais moi, c'est un souvenir, j'ai un souvenir extrêmement fort, hein, de cette époque-là. Il y avait aussi les réunions de la Pride qui m'ont beaucoup marqué parce que ça s'engueulait sans arrêt. Et moi, des mots, on les regardait, on se disait: «Oh mon Dieu, mais oh mon Dieu!» Ils se mettent sur la gueule juste pour savoir s'il faut mettre une drag queen ou pas en début de cortège. Mais ça se fritait dur, hein. Ça se fritait dur, vraiment violent, quoi. Et donc de temps en temps, Maud, elle prenait la parole, elle les martyrisait un peu, mais toujours est-il que ce qui restait, c'est que vis-à-vis de nos alliés, de cette époque-là, c'est que nos militants, c'était compliqué, nos associations étaient compliquées, nos identités, c'était très compliqué et finalement, ils comprenaient rien à nos questions et on nous disait pas d'aller nous faire voir ailleurs, mais c'était pas loin. Et comme c'est une anecdote que j'ai racontée, mais c'est aussi un peu comme ça qu'est née la marche Existence à Paris en 97. C'est parce que donc Tom avait de son côté des réunions, Maud et moi on allait à d'autres et ensuite on se faisait des comptes rendus et notamment sur cette réunion de la Pride, ça avait été tellement catastrophique vis-à-vis des trans, on voyait qu'on n'existait pas et que on n'arrivait pas à exister dans cette marche des fiertés, comme on le dira plus tard et donc on rapportait à Tom et là, Tom il a un coup de sang, il dit: «On fait notre marche». Voilà et c'est aussi né comme ça, c'est-à-dire que, hem, c'était une époque où non seulement il fallait militer pour l'ensemble de la société, genre: «On veut des droits, monsieur les députés là, oui, vous savez pas ce que c'est les trans, on va essayer de vous expliquer». Vous savez, le fait de pas avoir d'état civil, ça nous fout dans la merde, hein. On n'a pas accès à l'emploi, on n'a pas accès à la santé, on n'a pas accès à tout un tas de trucs, il faut faire quelque chose. Il fallait pas faire ça, il fallait aussi former nos alliés. Ça veut dire qu'il fallait aussi, intercéder auprès de nos camarades gays, lesbiennes et cetera et leur expliquer, qu'est-ce que c'est les trans, que nous aussi, bah, on n'est pas des sortes de suppôts de la société patriarcale ou je sais pas trop quoi, mais qu'on est aussi politisé, qu'on peut être féministe, enfin voilà, c'est je le dis comme ça un petit peu à vrac, mais c'est aussi ça qui arrive, hein. Parce que, on a détonné dans le paysage associatif, quand on était au centre gay lesbien, par exemple avec Maud, donc il y avait des gens vraiment très, très, qui avaient pris la mesure de nos enjeux et qui nous avaient permis d'avoir un standard téléphonique et une permanence, donc au centre gay lesbien. Je dis centre gay lesbien parce que c'était le nom de l'époque, hein, donc à Paris. Mais pour d'autres gens, les gens se demandaient: «Mais qu'est-ce que les trans foutent là, quoi?» C'est, et ils comprenaient pas trop, qui on était, ce qu'on voulait, heu et bah, alors paradoxalement et ça c'est vraiment un truc que Maud a vécu, c'est qu'en même temps qu'ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait là, ils voulaient nous donner, alors, comment le schématiser? Ils voulaient, nous donner leur folle et leur butch, hein? En disant: «Voilà, chez les gays, on a les folles, chez les lesbiennes, on a les butch, on n'est pas sûr, il y a un truc dans le genre là qui déconne, vous voulez pas vous en occuper?» C'est un peu ça le truc, hein et ça Maud l'a vraiment bien vécu. Et d'une certaine façon, c'est très drôle quand on y réfléchit aujourd'hui avec le recul, hein. S'ils savaient pas quoi faire quelque part de voilà, de ces masculinités, de ces féminités qui étaient autres et ils ne savaient pas comment les gérer déjà entre eux. Ça, c'était très, très drôle. Hem, Qu'est-ce que je disais aussi? Oui, donc bah, il fallait entre guillemets «former nos alliés», mais il fallait aussi militer des fois en interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même des groupes trans, il y avait des militances à mener. Par exemple, le fait d'être une personne trans, lesbienne ou gay, ça passait pas, hein. Ça passait pas. C'était terrible, hein, mais les personnes trans, elles pouvaient être très cruelles entre elles, hein.
Ça passait pas. Les autres choses aussi qui détonnaient, c'est, des choses qu'on entendait dans l'association parfois, c'est: «Mais qu'est-ce qu'on fait avec les pédés et hein?» Les gens ne voyaient pas l'intérêt de militer ensemble, ne voyaient pas qu'en fait, il y avait beaucoup de points communs, qu'il y avait beaucoup d'entrecroisements, hein, dans ce qu'on vivait, avec l'homophobie, nous, la transphobie, qui avait vraiment il y avait une lutte pour l'égalité des droits qui devait être commune, hein, qu'on devait faire un front commun et que c'est plus intéressant d'y aller à 100 que d'y aller à 2. Hem Pareil, l'inscription dans le féminisme, hein. C'est, «Comment ça, féministe?» Bah ouais, bah oui, c'est, tu est-ce qu'on veut vraiment être les hommes et les femmes que la société voulait qu'on soit? Moi et Maud Dieu, on s'est dit: «Non, on veut pas. Nous, on veut pas». Voilà, on va valider si on le fait, on va valider quoi? Une société sexiste, inégalitaire, hiérarchique, on veut pas de ça, quoi. C'est, et c'est pour ça qu'on a commencé à utiliser à l'époque, c'était en 96, le préfixe trans. À l'époque, les gens le faisaient pas, hein, le faisaient pas. Ça commençait à être Tom Rocher l'écrivait avec une apostrophe. Moi, je l'utilisais comme ça, trans point et j'avais dit: «Moi, quand je me dis trans, je fais du politique, je fais pas du transsexualisme». Et l'idée aussi, c'était de refuser, hein, cette assignation en tout homme et en toute femme. En fait, on le savait même pas parce qu'on n'avait même pas les mots et on le formalisait pas comme ça, mais on rejetait déjà la société binaire sans même le savoir, hein. Et notre premier usage de ce préfixe trans, il avait cette fonction politique-là, hein. Et voilà, c'était tout ça. Alors, Heu, je sais pas vraiment s'il y a quelque chose à rajouter, mais voilà, c'est un petit peu cette atmosphère-là qu'il y avait à l'époque. Ça veut dire qu'il y avait déjà, je pense, quand même les prémices, hein, de ce qui va suivre et de ce que les générations actuelles, finalement développent et puis avec des discours, voilà, qui font plaisir. Merci d'avoir partagé un bout de ton expérience avec nous et justement, on parlait du passé et actuellement, heu, toi, en tant que sociologue, en tant que militante, heu, pour toi, quels sont les principaux enjeux et les principaux combats, actuellement des mouvements, militants, trans et LGBT de manière plus générale, notamment, face aux représentations actuelles qu'on peut voir? Tu parlais de la montée de l'extrême droite et des discours qui vont avec. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors oui, il y en aurait beaucoup, hein. Je crois que si on devait développer, on pourrait aller très loin, mais alors je dirais qu'à l'heure actuelle, le mouvement trans, il faut parler d'un mouvement trans, il est toujours très hétérogène, il faut pas le perdre de vue. La seconde chose, c'est que, alors les changements qui se sont opérés par rapport à cette évolution que j'ai pu constater à l'échelle de ma petite vie, c'est qu'il y a il y a une grande professionnalisation, hein. Je veux dire, avec les assos que j'ai cités tout à l'heure, Acceptess et cetera, on voit que aujourd'hui, il y a une grande professionnalisation des associations. La qualité des supports et notamment sous l'approche santé aussi. C'est vraiment les personnes trans ont dû parce que, bah, étant donné que ceux qui devaient normalement, prendre soin de nous le font pas, bah, c'est nous-mêmes qui le faisons et je trouve que les associations le font plutôt bien. L'inscription dans le féminisme, ça aussi, ça a changé par rapport à mon époque. Pareil aussi, les approches intersectionnelles, les années 90, par exemple, on est complètement passé à côté de plusieurs choses qu'on pourrait traduire par le critère de la race, par exemple, ou le critère du validisme. Les militants des années 90 ont complètement sont passés à côté voilà, de ces deux critères. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas pris la mesure de ce que pouvait être d'être une personne trans racisée, une personne trans non valide, etc., ou neuroatypique. Enfin voilà, toutes ces choses-là, on est un peu passé à côté. C'est vrai qu'on ne les rencontrait pas beaucoup non plus. Et ça, c'est interrogeant. Pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas ces personnes? C'est une bonne question, je crois. Hem, donc ça aussi, ça a changé. Alors, moi, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui me manque peut-être, c'est un groupe comme le groupe Activistes Trans. Donc alors, je fais un petit rappel comme ça rapidement. Donc c'est un collectif de 4 personnes, donc avec, c'était Karine Beuve, c'était Vincent Aizé, Maxime Zitouni, Tom Rocher qui avait fondé ce collectif, auquel nous, on participait de façon très indirecte avec l'association 50 contrefaçons. Et voilà. Et donc ce collectif faisait entre autres on faisait des vidéos ensemble où on se marrait, mais on faisait aussi des zaps. Et le groupe d'action du groupe Activiste Trans lui était vraiment propre. Par exemple, le zap du Parti socialiste,
en 2006 où ils étaient allés voir et Hollande peut-être s'engager sur un changement d'état civil. Voilà, ça c'est le gars. Et ils n'ont pas fait que ça. Il y a eu des sables de psychiatres, etc. Et c'était très bien parce que d'une certaine façon, les professionnels qui allaient former la SOFEC et puis ensuite par ricochet la SOFEC avaient peur. C'était bien qu'ils aient peur, c'était bien parce que du coup ils surveillaient leur discours et faisaient attention à ce qu'ils faisaient. Je trouve qu'un tel groupe manque aujourd'hui un peu dans le paysage parce que ce type de groupe, c'est ce qu'on appelait, le collège chinois appelait ça les méchants militants trans en colère. C'est très intéressant d'avoir ce mode d'action quand ils cohabitent avec, j'ai envie de dire, ils cohabitent avec d'autres types d'associations qui, elles, sont beaucoup plus dans la négociation. Parce que c'est le groupe qui rentre dedans, qui va un peu défoncer la porte, qui va mettre le pied dans la porte, ce qui va permettre à d'autres associations qui, elles, savent négocier, etc., voilà, d'entrer là où elle ne pouvait pas et enfin de pouvoir poser des dossiers sur la table et dire ben voilà, ça va pas. Et voilà, et là, il faut qu'on intervienne. Moi, ça me manque un peu ce type d'action un peu voilà, très politisé, un peu rame dedans. Bon, c'est peut-être, je sais pas, moi, une sorte de nostalgie de la vieillesse ou je ne sais pas. Oui, voilà, ça me manque. Alors, après, j'ai oublié la deuxième partie de ta question, en fait. C'était quoi? C'était, comme on a pu en discuter déjà, par rapport voilà, les enjeux et les combats en fait, actuels, notamment face aux représentations, comme tu as pu en parler, voilà, avec la montée de l'extrême droite, etc. Qu'est-ce qui... Voilà. Oui, alors, oui, sur ces aspects-là, il y a cette question des tribunes. Je crois que tout le monde a vu que depuis décembre 2020, ça n'arrête pas. Le Figaro, Marianne, on a droit aussi maintenant à des couvertures sur Valeurs Actuelles, donc l'extrême droite. C'est dire, quand on arrive à se faire harponner par l'extrême droite, c'est qu'on a réussi quand même quelque chose. C'est une façon de voir. Alors, après, il y a quand même quelque chose sur lequel moi j'insiste beaucoup et j'ai eu l'occasion de le faire à travers 2 colloques récemment, c'est qu'il faut lire ces tribunes et surtout, il faut étudier la liste des signataires et des groupes de travail. Parce qu'il y a il y a ces tribunes, mais il y a aussi cette extension qui est un site qui s'appelle l'Observatoire de la Petite Sirène. En fait, ça, c'est le nom gentil. Et puis ensuite, il y a le nom un peu plus méchant. C'est l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent, un truc dans ce genre-là. Et quand on commence à tisser les liens, voir la liste des signataires, on remonte un peu sur leur passé, etc., on en arrive à chaque fois donc à une liste d'universitaires, de féministes radicales, de psychiatres, de psychanalystes, psychophagisants, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire dans ce cadre-là, en tout cas pour ces signataires-là, et qui eux-mêmes ont des liens avec des associations chrétiennes traditionnalistes, qui ont des liens avec l'extrême droite, qui ont des liens avec la Manif pour tous, etc., etc. Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est là où je dis que c'est quelque chose de grave qui se dessine, c'est que, j'ai envie de dire, on pourrait presque danser sur les cendres de certains protocoles, mais qu'il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Et cette coalition, elle est d'autant plus dangereuse qu'au départ, elle est inconcevable. Moi, dans ma logique et dans ma culture, normalement, les féministes radicales, elles devraient taper sur la gueule des masculinistes et d'extrême droite. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Ah ben non, elles signent aujourd'hui des tribunes avec. Et ça m'interpelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment si dangereux et si dangereuse que ça qu'on arrive à faire que ces gens-là, ils arrivent à travailler ensemble? Normalement, ils sont censés s'égorger les uns les autres. Ensuite, c'est parce que ces gens-là essaient de faire front et notamment l'Observatoire de la Petite Sirène, le groupe de travail, a fait une saisine auprès de la Commission nationale d'éthique, ce qui est grave. Hein. Faire une saisine, c'est vraiment grave. Et dont l'objet et une des conséquences, je ne pense pas que ça arrivera, mais ça pourrait, ça serait d'interdire aux mineurs finalement de transitionner. Bon, ça peut aller très loin. C'est là qu'on voit que d'un coup, on rigole un peu moins, parce qu'on peut se moquer d'une tribune. Mais finalement, quand on voit que derrière, il y a un mode d'action, il y a une puissance de tir qui est pas à négliger, là, on se dit que là, voilà, là, il y a un enjeu. Alors, bon, c'est pas le seul, puisque je crois qu'il faut qu'on continue de faire pression sur l'accompagnement des personnes trans. Je préfère accompagnement à protocole. Protocole, je trouve ça extrêmement martial. Je trouve que ça laisse aucune marge de manœuvre. Je pense aussi que
ça fait partie aussi des libertés individuelles que de vouloir être accompagné, y compris par un psychiatre. Je suis pas dogmatique de ce point de vue-là. C'est pas mes amis, mais en même temps, je n'irai jamais taper sur une personne qui souhaiterait un accompagnement psychiatrique. J'ai pas c'est sa liberté, c'est son besoin. J'ai pas à me prononcer là-dessus, dire qu'elle est pro aussi, collabo, non. Ça fait pas partie de mon mode de pensée. Mais que par contre, ces accompagnements soient pas faits n'importe comment et qu'ils soient pas maltraitants, hein, et que la psychiatrie ne soit pas la pièce centrale de cet accompagnement. Parce on a tellement cantonné du coup la personne à ça finalement, à sa psyché ou à sa pseudo-pathologie ou je sais pas trop quoi, qu'on en a oublié que cette personne-là, bah, elle est censée vivre dans un monde où elle est censée avoir un boulot, elle est censée avoir un toit, elle est censée avoir des amis, elle est censée avoir du taf, et cetera. Et on en a oublié ces dimensions-là. Et du coup, pour traiter, faire d'une sorte de thérapie de l'âme et sans s'intéresser à ce qui fait sa vie, hein. Et souvent, c'est quand on fait attention à l'univers, cette écologie du milieu de la personne trans qu'en général, les choses se passent beaucoup mieux. Et moi, souvent, j'ai eu envie de secouer des médecins en leur disant: «Mais allez bosser avec d'autres gens, allez bosser avec des assistantes sociales, allez bosser, avec des sociaux, allez bosser, mais sortez, arrêtez de faire des réunions entre vous là. Il faut parler à d'autres gens, hein». Ça me fait penser un petit peu à ces gens qui n'ont connu que l'école. Ils meurent à 70 ans, ils ont connu que l'école, hein. Ils sont jamais travaillé, enfin voilà. Et parfois, certains médecins me font penser un peu à ça, à cette sorte d'entre-soi qui est bien rassurant. Ils sont entre savants, entre gens qui savent. Nous, on est les profanes, hein, on est ceux voilà, qui en donnent des cours. Euh, voilà, et ça, je crois que ça, c'est une lutte au long cours. Mais je pense que beaucoup d'associations ont saisi la mesure de cet angle santé, hein, de cette approche santé et en plus, l'approche santé, elle ouvre énormément de portes, je trouve. Elle est vraiment stratégiquement, c'est super intéressant. Et voilà, donc continuer sur cette voie-là, mais d'un autre côté, faire attention à ces mouvements conservateurs aujourd'hui qui nous ciblent, hein, et surtout analyser leur composition et pas les sous-estimer, hein. C'est, quand la SOFEC s'est mis en place, beaucoup de gens ont ri, ont dit: «Oh mais dans 2 ans, on n'entendra plus parler d'eux». On est en 2021, les cendres, elles sont encore chaudes, quoi. C'est bon, voilà. Je sais pas quoi rajouter de plus à ça, si je pourrais, mais peut-être, mais bon. Merci, ouais, merci pour ces éclairages et pour ces mises en garde aussi. C'est important de savoir à qui on a affaire et de ne pas sous-estimer l'ampleur du problème. On va passer aux questions du public. On a plusieurs questions, donc je vais te les lire une par une. Alors, on va commencer. Une personne nous demande si tu pourrais nous parler du transféminisme en France, si cela existe actuellement ou si cela est divisé entre les mouvements trans et entre le féminisme. Alors, sur la question des transféministes, le truc, c'est que moi, j'ai travaillé dessus, mais dans une dimension plus internationale. Ce qui fait que par exemple, je distingue beaucoup le transféminisme anglo-saxon du féminisme hispanophone, par exemple, qu'on voit en Espagne ou en Amérique du Sud. Alors, je vais expliquer vraiment pourquoi. C'est parce qu'au départ, le transféminisme états-unien, donc avec Amy Koyama, avec son manifeste transféministe de 2003, et puis ensuite il y a eu d'autres, on connaît Serrano, etc., etc. Mais le point de départ, c'est cette sorte de double finalement discrimination que vivent les femmes trans en tant que trans et en tant que femmes. Donc sur la transmisogynie. Et, euh, et, et donc le point de départ, c'est ça. Et puis ensuite, ce transféminisme s'est ouvert. Hein, on va dire, il s'est ouvert aux hommes trans. Parce qu'au départ, les hommes trans, ils en sont exclus, hein, de ce transféminisme. D'une certaine façon, c'est un féminisme fait par et pour les personnes trans, un peu à la façon dont l'illustré Julia Serrano en 2006 quand elle dit que c'est bien beau, hein, de braver les normes de genre, mais on ne peut pas ne pas être féministe. Je suis vraiment d'accord avec ça. Voilà, alors ça c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a une autre forme de transféminisme qui, lui, est un transféminisme, j'ai envie de dire intersectionnel, un transféminisme de la convergence. Je suis pas toujours d'accord avec Preciado, loin s'en faut, mais je trouve que son article dans Libération, qui s'appelait Révolution, je crois,
il me semble que c'est quelque chose comme ça. Il était vraiment bon, quoi. J'ai vraiment aimé cet article-là, c'est un véritable manifeste et voilà. Et là, tout à l'heure, je parlais du transféminisme comme programme de société, et ça en est un. Ça veut dire qu'on ne veut pas se contenter du monde tel qu'il est, non seulement on le dénonce, mais on veut le changer. Voilà. Ce transféminisme-là, je le trouve vraiment très intéressant. Alors, maintenant, pour parler du cas de la France, les premières personnes transféministes que j'ai connues il y a quelques années étaient très centrées finalement sur la conception de Koyama en 2003, hein, ou sur Serrano en 2006, etc. Donc, sur cette base-là. J'en ai même vu, parfois ça m'a un peu fait étrange, mais se moquer un peu du transféminisme hispanophone, comme s'il y avait une sorte de concurrence et de conception très différentes, comme si le seul transféminisme valable était celui par les trans pour les trans. J'aime bien, hein, moi le programme me plaît beaucoup comme ça, formulé comme ça. Après moi le truc c'est que bah, le monde c'est pas que par et pour les trans, hein. Le monde c'est tout un tas de gens aussi et que donc le transféminisme intersectionnel moi me m'attire plus. En tout cas me parle plus et qu'il est très riche dans le monde hispanophone, notamment qui permet des alliances, parfois un peu inédites et qui sont compliquées en France. Par exemple, les féministes, enfin, par exemple, en Amérique du Sud, notamment, je vais parler pour les 2 pays que je connais, donc l'Argentine et le Chili, il y a pas ces débats, entre les féministes et les putes, par exemple, entre les féministes, les putes et les trans. C'est pas un problème ça. Le problème, c'est la classe sociale. Le principal critère de discorde, c'est la classe sociale, mais c'est pas ces critères-là. Voilà, et donc ce transféminisme-là, moi je le trouve pas inintéressant. Alors en France, je sais pas s'il y a, enfin, en 2016, j'avais publié un article dans un bouquin sur les féminismes du XXIe siècle et j'avais dit, en substance qu'il y avait des personnes transféministes en France, mais il n'y avait pas un mouvement transféministe, heu déclaré, coordonné, voilà, parce que ça peut se traduire de plein de choses, un mouvement de transféminisme. On peut aller faire des collages, on peut faire des manifs, on peut faire des apps, on peut faire même des universités camping. Ça se fait dans d'autres pays, c'est rigolo dit comme ça, mais n'empêche que c'est vachement vivant, c'est super intéressant et puis ça crée plein de choses, ça crée plein des manifestes, enfin des écrits, ça produit plein de choses. Ça en France, à ma connaissance, j'en connais pas. Hein. Je connais des gens qui se déclarent transféministes selon différents points de vue et finalement source quelque part d'une différente source théorique. Oui, voilà ce que je peux en dire. Ok, merci. Et, il y a également une autre question qui est également sur le transféminisme. Tu l'as évoqué tout à l'heure. On te demande, est-ce que le transféminisme est plus focalisé sur les femmes trans que sur les hommes trans en France, mais peut-être du coup, voilà, avec ton éclairage peut-être au-delà. Alors, en tout cas, au départ, moi, tel que je l'ai vu surgir, moi, en France, je l'ai vu surgir entre 2014 à peu près, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir des traces concrètes, et notamment sur Twitter, et où j'avais assisté d'ailleurs à des passes d'armes, hein, et des femmes trans qui littéralement tapaient sur la gueule des garçons trans. Euh, Ça m'avait un peu choqué d'ailleurs. Mais voilà, c'est à ce moment-là, mais l'approche transféministe, c'était nous les femmes trans, voilà. C'était vraiment cette focale-là. Moi, ça m'avait ennuyé perso. J'avais des copains qui me disaient: «Mais on se fait latter sur Twitter, c'est gênant et on nous refuse, d'adhérer au féminisme parce qu'aujourd'hui on est des hommes trans», enfin ou des hommes en tout cas catalogués comme tels. Alors que nous on a vécu le sexisme, on a vécu le genre, hein, avant nos traditions et cetera, et comment on peut nier cette expérience-là, et qu'on serait simplement passé du côté de l'oppresseur et du privilège masculin, alors que nous justement on est là et qu'on propose de nouvelles masculinités et qu'on n'est pas forcément, voilà, c'est je sais pas si c'est clair, mais moi d'un point de vue perso, ça m'avait un peu embêté parce que moi enfin voilà quoi, je trouve qu'on a on a tout à gagner à écouter, justement cette expérience de vie, cette expérience des garçons trans, de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils apportent. Ils ne peuvent qu'enrichir la pensée transféministe. Donc si on devait simplement, rester sur les femmes trans, je trouverais ça gênant, d'autant plus que d'une certaine façon, les féministes radicales font la même chose, hein. Quand elles tapent sur les femmes trans, c'est en vertu,
du sexe avec lequel elles sont nées, et puis ensuite leur socialisation. Alors ça, la socialisation des femmes trans en tant qu'hommes, comme c'est pour la vie, c'est hyper essentialiste, c'est tout ce qu'on voudra. Je trouve que d'une certaine façon, si nous on exclut les hommes trans du féminisme, on reproduit une erreur, je crois. Mais après, c'est mon point de vue personnel et que c'est juste mon point de vue, mais je pense qu'on commettrait une erreur et on se priverait, je crois, de quelque chose. Alors après, aujourd'hui, est-ce que oui, parce que du coup, je réponds pas à la question, mais alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment toujours le cas? Franchement, je sais pas. Je sais pas, je suis un peu éloigné de pas mal de choses. Je suis plus sur les réseaux maintenant, sociaux depuis un an, où je me rends compte qu'en fait, ça coupe de plus. Moi, ça m'a coupé de plein de violences, mais ça m'a coupé aussi de plein d'informations, de plein de choses de la communauté. Et donc, du coup, je voudrais pas trop m'avancer et dire des âneries sur des choses que je maîtrise peut-être plus. Bah, merci, merci d'avoir donné ton point de vue et d'avoir répondu à cette question. Tu parlais notamment tout à l'heure du fait que l'apparition d'Internet a changé beaucoup de choses. On a une question. On te demande comment penses-tu que l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux a fait évoluer la façon de militer et de créer des communautés? Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir parce que, à l'époque où du coup, je vais prendre mon propre exemple parce que je trouve que voilà, ça peut illustrer le truc. C'est que moi, quand je voulais faire ma transition, c'était tu prenais pas le bottin, hein, donc l'espèce de gros truc avec les pages jaunes, ou les pages blanches à chercher une association trans. Ça n'existait pas. Donc aucun moyen de tapoter du clavier, ça n'existait pas. Donc c'était un peu j'ai envie de dire presque par le bouche à oreille, donc il fallait quand même se rapprocher des milieux gays, lesbiens, plutôt gays, pour avoir des informations et éventuellement un tel aurait entendu parler d'un truc et c'est finalement comme ça. Ou éventuellement dans une émission de télévision, on aurait cité une association et tu te précipitais pour noter le nom. Hein, c'était arrivé avec l'ASB par exemple, Tom Rocher était passé dans une émission de Mireille Dumas dans un plateau TV, et en bas il y avait l'adresse de l'ASB. Ouais, mais c'était juste, c'est comme si on avait ouvert la caverne d'Ali Baba, quoi. Hein. C'était vraiment ça. C'est genre, ouais, il existe une asso, mais c'est pas possible. Et donc, évidemment, tu prends ton petit crayon, ton petit papier, ton petit timbre, comme je disais tout à l'heure, et tu l'écris vite fait pour avoir un contact. Et donc, c'était très dur à part par le biais, évidemment, le prisme des médias, c'était très dur que la transidentité soit incarnée. C'est-à-dire, ça passait par des images, ça passait par des discours, ça passait par des photos. Mais c'était très dur de rencontrer une personne trans en vrai, en fait. C'est hyper compliqué. Et quand je suis arrivé la première fois à Paris, à l'ASB, c'est là que j'ai connu Maud Dieuze-Thomas d'ailleurs, et j'étais absolument halluciné. Je regardais, j'avais l'impression d'être dans une cour des miracles. Et je le dis d'une façon très poétique, hein. C'était magique de voir toutes ces personnes trans très différentes les unes des autres et je me disais: «Waouh, il y a des gens, je suis pas seul». Enfin, voilà, ce truc, tu sais, qu'on se dit quand tu te dis: «Mais putain, je suis pas seul, quoi». Voilà, s'il y en a d'autres comme moi, je suis pas dingue, je suis pas ci, je suis pas ça. Voilà ce que ça provoquait. Mais par contre, le chemin, il était compliqué, hein et à l'époque, j'ai dû, carrément aller vivre sur Paris, et m'installer sur Paris. Moi, j'ai pas forcément aimé vivre là-bas, mais bon, mais voilà, c'était ça. Et puis ensuite, il y avait aller à la pêche au renseignement, c'était pas évident. Alors, je vais citer rapidement une autre anecdote. Par exemple, ne serait-ce que pour les personnes qui voulaient se faire opérer. C'était pareil. En France, voilà, on savait qu'il fallait pas le faire. Hein, on avait des témoignages, on savait il fallait oublier et que donc il fallait trouver le moyen de se financer, de le faire à l'étranger. Pendant Modieux, Tom et d'autres garçons trans, on fait le tour de l'Europe, tu vois, pour aller voir chaque chirurgien, s'informer sur les techniques, s'informer sur les prix, et cetera. Donc, ce sont des initiatives comme celle-là qui ramenaient les informations au sein de l'association, tu vois? Et nous, on pouvait ensuite se les partager entre nous. Et tout ça, ça prenait un temps fou. Hein, ça prenait un temps fou. Tu sais, aujourd'hui, ah beh, tiens, Thaïlande, Supporn, Chetawut, je tape, 10 secondes, la page elle se charge et tu as déjà plein de choses. Quand internet a vraiment commencé à développer le truc, on a vu les premières pages, alors il y avait le Petit Benjamin illustré, hein, qui était un peu une sorte de site historique de l'époque. Alors après, je dis pas qu'ils étaient bien ou pas bien les sites, mais il y avait aussi Johanna Mehed qui avait aussi fait un premier site sur les trans. Enfin, on voyait émerger les tout premiers sites de trans et on avait qu'une envie, c'était de les dévorer.
Alors ensuite, bah, les listes de discussion ont commencé à naître, notamment les alt, ce qu'on appelait à l'époque les alt newsgroup. Le premier Transgender Studies Reader, heu, il se partageait un peu de façon pirate, sur ces alt newsgroup. Mais pour le télécharger, il fallait 3 heures, quoi. Voilà. Bon, c'était ça, c'était ça. Alors après internet, ce qu'elle a changé, c'est qu'elle a permis de décentraliser les associations trans, hein, qui étaient essentiellement c'était Paris, à l'exception de la AT à Marseille, mais qui était très refermée sur elle-même. Et d'un seul coup, oui, ça a créé une explosion associative où les associations se sont mises à naître un peu partout, parce qu'on pouvait créer une association qui pouvait s'organiser sur internet, qui avait pas forcément besoin d'avoir un local, qui avait pas forcément besoin d'avoir un standard téléphonique, qui avait plus forcément besoin d'avoir un local pour accueillir les gens. STS, par exemple, a beaucoup fonctionné par internet et il y avait ce qu'ils organisaient, ce qu'ils appelaient leur Stamish, donc je crois que c'est une soirée un peu, voilà, où les gens allaient dans un restaurant, pas forcément d'ailleurs, LGBT friendly, loin de là, et voilà. Et ça créait des convivialités, les gens pouvaient se retrouver, dans et en même temps, d'une façon conviviale, festive et ce qu'on voudra dans l'espace public, d'une certaine façon, mais en s'ayant organisé sur internet. Ça a été la même chose pour l'information, voilà. Petit à petit, chaque site internet est venu enrichir une base de connaissances. Alors après, il y a des associations qui se sont littéralement emparées. Je pense à Chrysalide, par exemple, qui fait énormément de choses par internet. Et ça a vraiment contribué à créer des groupes locaux, mais des groupes locaux en lien avec les autres, hein. Pas isolés les uns des autres, mais aussi, d'une certaine façon, à mutualiser des revendications. C'est tout ça qui s'est mis en route peu à peu. Sans internet, on aurait mis, sur nos l'état civil, c'est même pas la peine, on l'aurait toujours pas, quoi. Mmh. Merci. On a une dernière question. C'est concernant les médias. La question, c'est il est apparu il y a peu de temps un média nommé XY Média, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui se définit comme le premier média transféminin de France. Que penses-tu de ce type de que penses-tu que ce type de média peut apporter aux représentations trans? Penses-tu qu'on peut le considérer comme la preuve d'une évolution positive de la diffusion des paroles trans dans les médias? Mmh. Alors je connais pas, c'est à ma décharge, je ne connais pas du tout, mais du coup, je vais aller me jeter dessus pour voir de quoi il s'agit. Alors moi j'ai toujours, fait la promotion des savoirs situés, hein. Je pense que dès le départ, comme d'autres, je pense, on a vu que si on prenait pas la parole et on disait pas qui nous-mêmes, avec nos mots, avec nos vocabulaires, qui on est, les autres allaient s'en charger pour nous et pas forcément pour le meilleur. Donc toute initiative, à mon avis, d'une parole et de nos propres représentations, d'une sorte d'auto-représentation, qu'on produise aussi nos propres discours, moi je trouve ça toujours très positif, hein. Bon ensuite par contre, c'est comment est-ce que ça va évoluer? Je sais pas. Est-ce que, c'est un média qui va rester fermé sur lui-même ou pas? J'en sais rien en fait, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas présager. Mais en tout cas pour l'initiative, moi je trouve ça important qu'on puisse, bah, j'en reste là-dessus. Il faut vraiment qu'on produise et qu'on diffuse nous-mêmes nos messages parce que les autres vont s'en charger à notre place. Donc pour moi oui, c'est quelque chose de positif, en tout cas en l'état. Super, merci. Le nom, c'est XY Média, si tu veux aller voir. XY Média, d'accord. Voilà. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu as voilà, quelques derniers mots à dire. En tout cas, c'était très intéressant, c'était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que les personnes qui sont avec nous également. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin et après je te... Ouais. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Bah, déjà, c'est, bah, de remercier les personnes qui sont là, de remercier aussi du coup pour cette invitation. D'autant plus que ça me tient à cœur parce que comme je te dis, cette transmission, ce passage oral, il est important. Moi, je suis pas là comme ça je me sens pas du tout tu vois, dans la peau de celle qui saurait mieux que les autres, genre, tu vois, la vieille chouette, c'était mieux avant. Non, non, c'est mieux aujourd'hui, hein. Moi, je le dis clairement, c'était pas mieux avant, c'est mieux aujourd'hui. Mais que, c'est peut-être intéressant que les gens ne se sentent pas seuls et qu'ils se sentent pas sans histoire. On a une histoire.
c'est important de la construire, cette histoire-là, parce qu'elle nous constitue, elle nous aide, cette histoire, elle nous enrichit comme personne trans ou autre, mais aussi comme groupe, hein, parce qu'on existe aussi en tant que groupe et voilà, et que personne ne doit nous déposséder de cette histoire, personne ne doit nous déposséder voilà, de cette mémoire parce qu'elle est constituée. Donc moi, si j'ai envie de prendre la parole et pourquoi je le fais par exemple avec des invitations comme les tiennes, voilà, c'est pour appuyer cette idée et dire que moi aussi je fais partie des hérissons sur la banquise, quoi. Moi, je fais partie de la bande, voilà, et que je suis très, très contente d'être avec vous. Voilà. Merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé un peu de ton histoire avec nous. Alors, oui, pardon, je suis désolée parce que je vois qu'il y a une dernière question. On est un peu court niveau temps, mais peut-être en D'accord, oui. quelques mots. Alors, je te la lis. Nous avons eu un problème avec notre groupe de foot inclusif femmes et personnes trans avec les médias. Ils ont utilisé notre image pour faire un article transphobe et maintenant islamophobe. Voilà, je ne sais pas s'il y a une question. Ouais, oui, c'est. Ouais. Alors, normalement, avec les médias, on peut toujours demander un droit de réponse. Ouais, parce que du coup, la question, c'était comment faire avec les médias quand il y a des mots qui sont déformés. Ouais. Bah déjà, dans un premier temps, le droit de réponse. Si la revue, malheureusement, normalement c'est un droit, mais il y a des revues qui refusent le droit de réponse. Et il y a 25 ans, je vous rassure, c'était déjà le cas. Hein, ils refusaient le droit de réponse quand ils écrivaient des saloperies. Il faut essayer de trouver un média qui accepte le réel. Alors ça peut être sous forme de tribune, hein, mais voilà. Alors en général, ça peut passer dans le Monde, Libération, Mediapart. Je crois qu'à l'heure actuelle, Mediapart, c'est peut-être les moins chiants, hein, pour les tribunes. Donc ça peut être une solution de passer par un Mediapart. En plus de ça, il y a quand même une portée qui est intéressante. Faut pas les laisser faire. Moi, je pense aux exemples des groupes anglo-saxons, et notamment anglais, à Transmedia Watch. Ils ont fait la guerre, hein. Chaque fois que ce genre d'événement s'est produit, ils ont littéralement mené la guerre aux médias. Genre écrire au CSA, enfin voilà, ce genre de machin, hein, locaux. Dire voilà, là il y a une dérive professionnelle. Il faut aussi s'appuyer sur l'AJL, donc l'association des journalistes LGBT. C'est pareil, il faut les associer à ce truc-là. Faut pas hésiter à se rapprocher d'eux. Voilà, ça c'est une solution. Mais en tout cas, déjà se rapprocher de l'AJL, ça me paraît une première chose, et demander un droit de réponse. Ça, c'est peut-être les deux choses à faire en premier. Après, moi, c'est pareil, hein, si jamais, par exemple, il y avait des signatures, des machins à faire, je veux bien m'impliquer aussi, hein, il y a pas de problème, même s'il faut écrire un courrier, peu importe. C'est des choses que je peux faire aussi, si ça peut appuyer la démarche. Mais oui, c'est dégueulasse. C'est ce que moi, j'avais appelé des trahisons, j'appelais ça des trahisons médiatiques. Et régulièrement, j'explique aux journalistes, si les associations trans vous envoient chier, c'est parce que dans votre profession, il y a des gens qui ont ce genre d'attitude. Donc, faut pas vous étonner, vous payez les pots cassés pour les malfrats qu'il y a dans votre profession. Donc, petit à petit, mais ouais, il faut leur faire la guerre. Je sais que c'est facile à dire, mais je peux aider. Hein. Donc, bon courage à vous, en tout cas. Merci pour D'accord, oui, donc oui, pour les mails, tu peux le passer, il n'y a pas de problème. Hein, absolument. Et voilà, les personnes qui regardent, vous pouvez également me contacter Pride Toulouse et je ferai le lien. Enfin, c'est aussi voilà, c'est possible. Ouais. Je vous mettrai en contact en tout cas. Merci encore Karine pour tes conseils, pour ton partage et d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de faire cet événement avec toi. Merci à toutes les personnes qui ont été là ce soir et qui ont regardé. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.